C'est le moment, Patricia. Exact, c'est le moment de s'imprégner des différentes unes des journaux parus ce jour sur l'ensemble du réseau national. Comme il est de tradition, on commence par Yaoundé avec notre très cher Ghislain Pierre-Issourneau, on aperçoit d'ailleurs très en détente, hein, dans un style très décontracté. Justement, ce début de week-end, le relais sera naturellement enchaîné par Michael Chikyo. Mais déjà, bonjour GPE et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, la bienheureuse qui est naturellement aux côtés de Fidjil, du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme de tradition ce matin dans la capitale camerounaise Yaoundé, autant que je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International. Et j'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Et j'aime à ajouter depuis quelques semaines, nulle part ailleurs. Ça y est, la machine judiciaire est en branle. Question de traquer des personnalités concernées par le Covid-19. En tout cas, c'est un concept qui est né au Cameroun depuis quelques semaines maintenant, à cause justement de ce qu'il est convenu d'appeler ce grand déluge, s'agissant de la gestion des fonds qui ont été alloués à la riposte camerounaise face à la pandémie, ainsi déjà classée celle du siècle. La nouveauté dans cette affaire ce matin est portée par Info Matin, le journal des dieux de Nemveng. 160 personnes interdites des sorties du pays. Un petit monde composé des ministres, autres personnalités, mais aussi les opérateurs économiques pour parler de ces hommes d'affaires qui avaient donc gagné les marchés relativement à la riposte camerounaise pour parler de l'argent du Covid. Tous soupçonnés de prédation des fonds Covid-19 au Cameroun. Ce sera et c'est sans pitié, ce sera et sans discrimination politique, de sexe ou de tribu. Le TCS ne va pas s'arrêter en si bon chemin, prévient encore Info Matin édition de ce jour relativement à ces procédures judiciaires qui ne font que commencer. La preuve justement ce matin est donné par un autre journal. Et Singan lui aussi en kiosque ce matin à propos de la primature. Oui, la primature rentre également dans la danse. Le journal fait par exemple état de ce que le directeur du cabinet du chef du gouvernement, Premier ministre Joseph John Gouté, lui aussi est invité la semaine prochaine à prendre un verre en compagnie des enquêteurs du TCS, le TCS au TCS. Confiance et Bounet, puisqu'il s'agit de lui, sera auditionné à prendre du journal pour expliquer la teneur, les tenants et les aboutissants de ses correspondances adressées au ministre de la Santé, Manaouda Malachi, le cas le plus cité d'ailleurs par le journal, étant celui de l'attribution d'un marché spécial à l'entreprise Medline Medical Cameroun. Dans ce contexte-là, les hommes politiques demandent simplement au chef de l'État camerounais de faire quelque chose dans le sens d'éviter les trafics d'influence sur la justice camerounaise, dont on sait qu'elle est désormais en branle pour traquer, je l'ai indiqué tantôt, ces personnalités qui ont été impliquées dans la gestion des fonds Covid. C'est la proposition ce matin, par exemple, en deuxième une du journal Essengan, qui est faite par Denis Atangana. Il s'agit d'un homme politique. C'est d'ailleurs le président national du FDC qui en appelle à un remaniement ministériel, demandant ainsi au président Paul Biya de procéder à cet acte-là. Question de mettre davantage à la disposition de la justice camerounaise ces hommes et femmes impliquées dans le Covid-19. Et quand la femme s'en mêle, cela donne donc la une principale du quotidien Mutation des Gars. Georges Alain Boyomo, le leader d'opinion au féminin cette fois-là, veulent que le président camerounais fasse un ménage afin que lumière soit totalement faite sur l'argent public à propos de Covid-19. L'urgence, c'est aussi, disait-elle, la décharge au portefeuille ministériel, ce qui rendrait sérieux encore le travail gouvernemental et celui judiciaire, sérieux mais surtout serein. Il y a le Covid-19 qui préoccupe Patricia Toumanou Damjoya, Alissa Dio, Edith Kawala, Henriette Ekwe et leur concert. Il y a aussi la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Elles ont pour cela commis une lettre adressée à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, parallèlement à cette lettre adressée au Fonds monétaire international pour les deux sujets respectifs sus-évoqués. Ici, c'est le cœur de la femme qui parle à la communauté internationale. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé, dit qu'elles sont exactement 20 qui font parler leurs plumes. Et au bout, demande la contribution manifeste de l'ONU à faire cesser la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, les deux régions dont on sait qu'elles traversent justement une crise sécuritaire. Morceau choisi de cette correspondance, c'est à lire en page 3 du quotidien d'Enga Christian, dont on sait qu'il est disponible de lundi à dimanche. Dans la diplomatie, voyons avec le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, comment
comment et pourquoi Christophe Guilou a été reçu hier en audience par le président camerounais Paul Biya, l'ambassadeur de France qui était au Palais de l'Unité avec le président camerounais, dont les échanges ont porté une nouvelle fois sur la relation bilatérale entre Paris et Yaoundé, entre le Cameroun et la France, entre autres aussi les suites du sommet de Paris sur le financement des économies africaines par ces temps de propagation du coronavirus. La situation sécuritaire en Afrique centrale n'était pas également en reste lors de ces échanges entre l'ambassadeur de France au Cameroun et le président Paul Biya du Cameroun. Dans le carnet de justice des postes, un autre journal camerounais d'expression anglaise, eh bien, il donne à dire qu'un collectif d'avocats conduit par Nicodemus à Mongwa, eh bien, ce collectif-là a donc lancé un lobbying pour la libération des personnes nées du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier celles qui sont donc en situation de détention provisoire ou qui ont déjà été condamnées. Même son des cloches pour ce qui est justement de cet appel lancé par des leaders politiques et de la société civile. Objet de la grande une du quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. L'appel insistant consiste en la libération du trésorier et du conseiller spécial du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alain Foguet et Bibou Nissak sont toujours en prison comme 51 de leurs camarades. La mobilisation est en cours de téléchargement. Elle ne tardera pas à se produire dans le but de remettre la liberté d'aller et de venir à ces Camerounais qui n'en jugent pas depuis belle lurette et matin et soir. Et justement, signale encore le journal ce matin pour parler de cette mobilisation. Le soir ce matin, quant à lui, évoque un nouveau départ dans le landerneau des opposants politiques camerounais. Est donc né un mouvement de nationalistes, les LIPS, entendez les libérateurs. Eh bien, le mouvement est né et a vu le jour le 2 juin dernier à Yaoundé. Le projet que conduit Olivier Billet postule que la vie au Cameroun commence par l'autodétermination à laquelle le Cameroun n'a pas encore accédé. Ce sera donc le cheval de bataille des LIPS, les libérateurs. Il faut désormais s'y habituer. Réalité, le journal de Pongware Kindi en kiosque ce vendredi offre une courte promenade de certains députés relevant de la Commission des affaires étrangères, sociales et familiales à l'Assemblée nationale. C'était au Musée national. Ils ont donc, ces députés-là, ils ont eu la belle surprise de voir être promus l'art et la culture, ainsi organisés en fédération avec notamment l'onction du ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidungpat. Des pertes énormes. Voilà ce que décrit quant à lui l'économie quotidienne, qui traite donc des questions économiques et financières au quotidien dans la filière bois. Perte des recettes fiscales dues notamment à la délinquance des exploitants dans le secteur et même l'exercice de certains acteurs qui malheureusement n'ont pas qualité. D'ailleurs, entre 2018 et 2020, l'évaluation qui est faite par le journal porte à beaucoup le nombre de milliards en francs CFA que l'État du Cameroun a vu filer, presque impuissant face à ces acteurs de l'ombre et qui sont illégaux. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, ce sera lundi quand il sera 7h. Pour le moment, repartons à la rencontre de l'homme à l'adresse particulière. Il est royalement installé dans le studio Canal 2 International Douala. Lui, c'est Michael Tipio. Je lui passe le témoin et donc le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse en lui souhaitant par anticipation un excellent week-end. C'est donc à vous, Michael. C'est à vous et c'est à vous, à Douala. À Yaoundé, GPE et la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui revient sur les affaires internes du Social Democratic Front. Le SDF, dans la cellule juridique, devait rendre sa copie au sujet d'une affaire d'exclusion à l'encontre de son premier vice-président Joshua aussi. Le comité exécutif national du parti, le dernier tenu à Yaoundé, avait mis sur pied une commission juridique pour juger de la suspension de Joshua aussi ou alors de l'exclusion appelée de tous ses voeux par le comité exécutif du littoral. Eh bien, la commission juridique en question est entrée au maquis selon le journal de Séverin Tchouke en kiosque ce jour. Cette instance avait 3 semaines pour rendre sa copie et 4 semaines plus tard, aucun résultat jusqu'ici. Le rapport semble coincé à cause, croit savoir, des manœuvres souterraines, manœuvres internes à cette formation politique, nous renseigne la nouvelle expression de ce vendredi. Cette même nouvelle expression qui nous amène au tribunal
tribunal de première instance de Ndokoti à Douala dans une salle d'audience dans le noir qui broie du noir depuis plusieurs mois maintenant. Des milliers de justiciables dans l'obscurité parce que les affaires sont renvoyées pour absence d'électricité dans la plus grande salle d'audience de ce tribunal, le tribunal de première instance de Douala Ndokoti. Eneo, l'agence de fourniture d'électricité, souvent accusée de distribuer plutôt l'obscurité au Cameroun à cause de nombreux délestages, n'est pas mis à l'index cette fois-ci, mais on parle plutôt de l'absence d'ampoules, d'éclairage dans ces salles d'audience. Depuis lors, les justiciables décrient la situation, mais rien n'est fait, aucune solution n'est trouvée. La salle reste effectivement toujours dans le noir, construite pour faciliter le jugement des affaires enrôlées dans ce tribunal. Cette salle qui faisait la fierté des infrastructures judiciaires mises sur pied pour réguler la justice dans l'arrondissement de Douala 5e ne fonctionne depuis quelques mois qu'au régime moyen, c'est-à-dire seulement en journée à partir de 18h30 au moment où la nuit commence à tomber. La salle s'assombrit et le personnel de la justice est incapable de lire quoi que ce soit, obligé de déserter la salle et de nombreuses affaires renvoyées à cause de l'absence d'électricité dans cette salle d'audience, nous apprend Hervé Villa-Ndjelé de la Nouvelle Expression. Le journal nous amène également à l'Assemblée nationale pour parler de ce dépistage obligatoire imposé aux députés, les parlementaires qui passent au scanner depuis mercredi dernier. Ils ont également la possibilité de se faire vacciner. Outre ces dépistages obligatoires, les parlementaires sont également invités à se faire vacciner. Toutefois, si les tests sont obligatoires, la vaccination, elle, se veut facultative. Au-delà des parlementaires, les hommes de médias sont également concernés par ces nouvelles mesures du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Il est question de barrer la voie à la propagation du Covid-19, indique Gaston Komba, secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui s'exprime dans la Nouvelle Expression de ce jour et toujours au sujet de lutte contre le Covid-19 et cette fois-ci de Covid-Gate. Cette information qui bat la une de certains journaux depuis hier, un curieux vol au contrôle supérieur de l'État. L'incident a eu lieu la semaine dernière avec comme butin des documents de la mission de contrôle de la gestion des fonds Covid emportés, de nombreux documents qui accablaient visiblement certaines personnalités de la République, écrit la Nouvelle Expression de ce vendredi. L'œil du Sahel est également paru, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous amène sur un chantier, le chantier de construction de la route Mora-Kousseri. Chantier qui avance peu à peu depuis quelques temps, mais qui connaîtra peut-être un autre retard dû à cette manifestation de plus de 200 employés qui sont sans salaire depuis pratiquement un an maintenant. Ils revendiquent pour réclamer le paiement de leur salaire. Ils sont 220 précisément qui accusent des arriérés de salaire d'au moins un an. Fatigués d'attendre leurs arriérés, les plaignants ont adressé une correspondance au président de la République datée du 26 mai 2021. Pourtant, selon des informations glanées par l'œil du Sahel, tous les états de paiement ont été transmis par le génie militaire à la direction du projet pour calmer le personnel restant qui a entamé le mouvement d'humeur. Le ministère des Travaux publics a fait la promesse de les payer au plus tard en avril 2021. L'échéance n'a malheureusement pas été respectée, rapporte le journal. Pendant ce temps, les plaignants mettent la pression sur le génie militaire. Le génie militaire, lui, qui a fait sa part de travail. Le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen, qui s'exprime d'ailleurs dans les colonnes du journal aujourd'hui, apporte d'amples informations sur la question. Le génie militaire n'a absolument rien à voir dans ces mouvements de grève ayant fait sa part de travail. C'est à donc aller dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle aussi du parc national de Ouaza envahi par des pêcheurs. Le parc national de Ouaza, les inondations à l'origine de ce phénomène, le phénomène justement des pêcheurs qui ont envahi le parc à la recherche du poisson. Les détails à retrouver dans l'œil du Sahel de ce vendredi. Le billet hebdomadaire Aurore Plus est également paru ce jour. Aurore Plus qui revient sur cette sortie du ministre de la Communication quelques jours, sortie de René Emmanuel Sadi où il appelait les Camerounais à rester
vigilant et à attendre justement les décisions de justice autour des affaires de Covid-19. Cette dernière sortie du ministre de la Communication, selon Europe Plus, a mis le secrétaire général de la présidence de la République dans tous ses états. Le journal Europe Plus nous rapporte pourquoi dans ses colonnes aujourd'hui, le bonheur des uns qui fait le malheur des autres, c'est ainsi que peut se résumer les nouveaux rapports entre les deux personnalités de la République. On pensait que la sérénité était revenue au sein de l'exécutif après ce communiqué de René Emmanuel Sadi à propos de l'emballement médiatique suscité par la publication du rapport provisoire de la Chambre des comptes de la Cour suprême au sujet de présumées malversations financières autour des fonds de solidarité nationale. Dans ce document, justement, le MINCOM a certes reconnu que le président avait instruit les enquêtes judiciaires au TCS afin que toute la lumière soit faite, mais cependant, il laissait croire qu'il fallait attendre justement à la fin des enquêtes pour la fin des enquêtes justement pour parler, pour commenter l'affaire. Cette précision que certains pensaient de bon sens qui a mis dans tous ces états le secrétaire général du président de la République, qui a fait passer le message à son désormais ennemi intime selon le journal, à qui il reproche de faire du deux poids deux mesures. Le non moins ministre d'État constate pour s'en offusquer que le ministre de la Communication n'a retrouvé le sens de la mesure que pour prendre la défense de personnes qui, dans son esprit, sont de présumés coupables, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala en kiosque aujourd'hui, qui parle également d'une succession, une succession qui broie le noir à Douala, la succession Ebolo et Koto Robert, qui est donc plombée par un homme à la une du journal Europe Plus en kiosque ce jour, étant de Koto, qui serait donc en plein bradage foncier à Douala. L'ex-colonel à la retraite vient d'être pris la main dans le sac, selon Europe Plus, dans une affaire de tentative d'accaparement d'un patrimoine familial. Tout comprendre dans cette affaire dans les colonnes du bi-hebdomadaire Europe Plus qui est paru ce vendredi. La Voix du Centre est également en kiosque. Le bi-hebdomadaire La Voix du Centre paru ce jour nous reparle des affaires de faillite bancaire au Cameroun, des banques et microfinances qui ferment au quotidien au Cameroun et laissent les populations en difficulté, les clients de ces banques dans de sérieuses difficultés. L'urgence de réformer la justice s'impose autour de cette affaire, nous apprend le journal La Voix du Centre ce jour, qui s'appuie sur ses sorties, les sorties de ces derniers jours de Pierre Nunkham face à la dégradation exponentielle du secteur bancaire en zone SEMAC, menacé de faillite généralisée avec des crédits compromis à hauteur de plus de 1928 milliards de francs CFA au 31 juillet 2020. L'auditeur bancaire Pierre Nunkham, ancien cadre supérieur de l'ABEAC et président de la mutuelle interafricaine des consommateurs et des services publics, préconise une réforme urgente du système juridique afin de protéger les dépôts des épargnants au Cameroun. Et on termine cette revue de presse avec l'hebdomadaire Horizon Plus magazine, qui est également paru aujourd'hui, qui parle de ce retour en scène de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Tonnet, nouveau PCA, un chat dans la gorge ce matin, nouveau PCA des aéroports du Cameroun, fidèle à sa tradition de récompense des fidèles serviteurs de l'État. Le président de la République vient de ramener sur les devants de la scène l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala en lui confiant la lourde charge de veiller sur la gouvernance des aéroports du Cameroun. On va mettre un terme à cette revue de presse de ce matin un peu en difficulté avec une petite grippe, qui pour vous, un petit jus de menthe avec un zeste de citron. Beaucoup, ça devrait aller. Et en tout cas, le prochain rendez-vous, c'est lundi, il sera exactement 7h, 1h de mois en temps universel. À noter qu'aujourd'hui, on va se joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale des enfants innocents victimes d'agression et auront des cas majeurs d'agression considérés par les différents organismes de défense des droits humains. On va parler du viol. Et le dernier cas en date qui fait état d'une série de viols et d'actes de sodomie sur mineurs enregistrés à Mbouda. On est là dans les Bamboutos, on sait que c'est des vies brisées vu le traumatisme que vont vivre ces enfants-là. Alors, quelle lecture vous faites de cette situation? Qu'est-ce que ça... Je suis sûre en fait que ça laisse de marbre personne parce que c'est quand même grave quand on parle des enfants qui ont été violés.
qui ont été sodomisés. Oui, c'est une affaire assez grave hein, qui secoue le département des Bamboutos, région de l'Ouest, depuis quelques jours maintenant. L'affaire de cette fillette qui aurait été violée par un gendarme dans une brigade de gendarmerie de la localité. L'affaire secoue, fait les choux gras de la presse depuis quelques jours et secoue tout le département, toute la région de l'Ouest et tout le pays. D'ailleurs, des accusations graves portées contre ce gendarme qui s'en défend naturellement. Et il faut noter hein, avec nos téléspectateurs que le gendarme en question a été placé en garde à vue. Il est interrogé pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Justement, et la deuxième, oui. Nous vous proposons, sans vous écourter, de planter le décor, proposons aux téléspectateurs ce reportage en question pour permettre en fait de vivre avec image à l'appui ce qui s'est donc passé dans la partie ouest du pays, notamment dans le département des Bamboutos. Allez. Un homme sans pudeur, dont la libido ne respecte pas l'âge, en service à la brigade de Babadio à l'ouest du Cameroun. Le gendarme Biwole viole une fillette de 13 ans dans l'enceinte de la brigade. Gardé anonyme, l'élève en classe de 6e dans un lycée bilingue de cette localité, l'arme de son bourreau pointée sur sa tête va subir par voie anale les coups d'une violente brutalité, alors qu'elle venait juste récupérer l'argent et le couvert par lequel sa mère aurait servi du poisson braisé. Je suis arrivé, il m'a tiré pour mettre dans une chambre. Il a descendu mon pantalon et il m'a fermé la bouche. Le gendarme, au nom de Biolé, je suis monté comme ça à la brigade. J'ai cherché à rencontrer le commandant autour de 20 heures. Que le commandant était tout juste derrière, il est venu. Il m'a fait comprendre qu'on s'assure, on part à l'hôpital, comme l'hôpital à 5 pas, on est parti à l'hôpital a confirmé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des déclarations de l'enfant, confirmées au centre médical, telles que l'atteste ce carnet. Ce présumé gendarme violeur est actuellement gardé à vue à l'état-major de la gendarmerie de Mouda. Un réseau de pervers à la quête des passions et des énergies, avec des ramifications multiples à l'ouest. À quelques kilomètres, on converge vers Bamesso, un autre gendarme, l'adjudant-chef Azéné Adam, pédophile accompli, au regard des témoignages des victimes recueillies. Je suis arrivé là-bas un jour avec mon frère à beau marché. Il nous a fait les tasses maintenant. On a bu maintenant, je me suis réveillé là-bas au matin. Là-bas au matin qu'il avait fait ça sur moi. Bon, tout mon derrière était mauvais maintenant. Là où je lui ai demandé que je fais ici, mais dit que chaque soirée comme ça, ils viennent en droit ensemble. Des jeunes pris dans le tourbillon de cette organisation, mis en place par les éléments de la gendarmerie nationale, racontent leurs mésaventures. Comme il a fixé le rendez-vous avec le commissaire, et dès qu'il arrive là-bas, il me fait signe. Avant qu'il me fasse signe, il était derrière la gendarmerie. Il m'a fait signe. J'ai une fois monté avec la gendarmerie, une fois. En venant, il était dans la chambre. Les deux étaient au lit. Il a demandé de sucer. Il a versé le sperme sur un tissu là au sol. Un jeune homme, sodomisé depuis l'âge de 8 ans, sonné par le dépit, trouve la force pour narrer les faits. J'ai connu M. Alexis derrière la Sénèque à l'âge de 8 ans, quand je faisais encore, je pense, au cours élémentaire. M. Alexis m'a pris comme, j'étais comme son petit du quartier. C'est comme ça que M. Alexis, il m'a pris comme son enfant. Chaque fois on partait chez lui, il me suçait. Ça fait déjà aujourd'hui peut-être même 7 ans. Il suçait jusqu'à même en 2012, il suçait toujours. La besogne n'émeuve plus personne. Rien ne semble les stopper et les victimes se multiplient. On avait dit la plainte depuis. On devait prendre le monsieur vendredi. Et le monsieur était occupé, il nous a dit qu'il nous fait comprendre qu'il partait à une deuil. Et aujourd'hui, on a trouvé le monsieur qui a sucé l'enfant. Jusqu'à tuer un mouchoir. Et
quand il voulait faire le bras de fer, le commissaire, on l'a amené au poste. Entre intimidation, menace de mort pour toute tentative de dénonciation engagée, les parents veulent briser le mort et à visage découvert, ils ne se contiennent plus. L'enfant allait faire 2 ans chez ma belle-sœur au village, il est revenu. Donc, comme l'enfant était toujours à Inja, c'est là où on l'a envoyé à Douala pour apprendre le mécanisme. Il est arrivé. Un temps, il a appelé qu'il est malade. Il est arrivé, il a vu le père où chaque temps le père l'appelait, il suçait son pénis, il léchait la niche. Le père m'a dit qu'il faut qu'on le fasse rentrer pour qu'on cherche à le traiter. Il a appelé peut-être 3 à 4 fois, il était toujours malade. C'est là où on lui a demandé de rentrer. Des journalistes et reporters des chaînes de télévision et organes de presse qui ont bravé la peur, dénonçant cette infâme des viols à l'ouest, ont été interpellés et retenus à la compagnie de gendarmerie de Mbouda. Le motif qui leur serait reproché serait qu'ils auraient filmé les locaux de cette compagnie. Grâce à l'intervention d'une personnalité, ils ont recouvré leur liberté. Du viol à ciel ouvert, le silence complice des protégés continue tapis dans l'ombre à détruire sans vergogne l'essence de l'émergence en 2035. Un cas de plus, un cas de trop, et on va dire que c'est une situation d'ailleurs très déplorable. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous inspire, cet acte de viol? Ouais, c'est des affaires assez graves. Cette série de viols d'ailleurs. Oui, c'est des affaires assez graves quand même. Vous l'avez vous-même écouté dans ce reportage, je crois que ça se passe de tout commentaire. C'est assez grave et je crois que Samuel a fait il a bien fait de le rappeler. Les enquêtes sont encore en cours. On est encore au stade des enquêtes pour comprendre si ces affaires sont réellement avérées. Dans 2 brigades de gendarmerie que l'on enregistre ce type de choses dans une même ville, dans un même département. C'est une situation assez grave, quand même assez déplorable. Vous avez des jeunes qui acceptent de témoigner de cette façon, certains à visage découvert et tout. Je crois qu'ils ne prendraient pas le risque de dire des choses comme ça s'il n'y avait pas une réalité quelque part, s'il n'y avait pas quelque chose d'avéré quelque part. Mais il a dit, effectivement, il y a certains d'entre eux qui ont été placés en garde à vue. Les enquêtes sont en cours pour savoir effectivement qui sont les responsables et si les faits narrés par ces enfants sont avérés, mais naturellement, s'ils sont avérés, ils passeront par la case justice et ils répondront simplement de leurs actes, ils seront punis à la hauteur de ce que la loi prévoit. Mais c'est assez grave quand même que ce soit ceux qui sont supposés sauver ou alors protéger, merci, protéger ces enfants, protéger le peuple et les populations qui se retrouvent à se livrer à ce type d'actes nauséeux. Non, mais je crois que c'est assez grave quand même, difficile et compliqué comme situation, et qu'à côté qu'on ait des journalistes qui viennent simplement enquêter, qui veulent comprendre ce qui se passe, qui viennent poser des questions, qui viennent en reportage et qui soient interpellés et placés en garde à vue également, simplement parce qu'ils ont relayé ce type d'affaires. Mais je crois que c'est assez grave, c'est-à-dire que vous commettez un impair sur des enfants, des actes criminels de ce genre, et en même temps vous refusez que l'on en parle, et en interpellant des hommes des médias, vous commettez un crime à côté d'un autre crime. Donc je crois que c'est très grave, c'est très grave. On devrait faire poursuivre cette enquête et que la lumière soit rapidement faite, et que l'on aille un peu plus loin dans d'autres brigades de gendarmerie à travers le pays, parce que ces cas-ci ont été ébruités, parce que vous avez eu une petite fille, c'est la première, qui a eu le courage de parler à sa maman, la petite fille qui dit avoir été violée dans cette brigade de gendarmerie à Mbouda précisément, qui a eu le courage d'en parler à sa maman, et puis ces garçons qui après ont la possibilité de parler d'un commandant de brigade en personne, pas de Bamesso dans ce cas, qui serait un spécialiste des questions de pédophilie sur enfants et tout. Mais je crois que c'est terrible. On a eu un cas pareil il y a quelques mois derrière nous, ou bien peut-être l'année dernière, en fin d'année dernière, à Bafia, où on parlait d'un officier de police qui également, cette fois-là, s'était livré aux affaires pareilles sur une jeune fille et tout. Non, c'est des situations terribles.
c'est des situations terribles. On doit pouvoir chasser du corps de la gendarmerie, de la police, des gens qui se livrent à ce type d'actes, tout simplement. Pas seulement des gendarmes ou des policiers, mais des individus qui peuvent se livrer des actes de viol, de pédophilie et tout le reste. Mais c'est des choses absolument graves et qui sont condamnables par la loi et qui doivent être condamnées avec la dernière énergie pour dissuader les autres, pour dissuader les autres, le lever dans l'esprit de ceux qui auraient l'intention simplement de se livrer à ce type d'acte, de ne même pas y penser. Donc je crois que leur sentence devrait être lourde, très lourde d'ailleurs. Et pour le cas effectivement du département des Bamboutos, je le précise encore, on est encore au stade des enquêtes et après on verra, on saura si les individus qui sont pointés du doigt, qui sont accusés aujourd'hui, sont réellement responsables de ce dont on les accuse. Maintenant que l'on laisse la justice faire son travail, que la justice ait les mains libres pour pouvoir déterminer à la fin qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui est innocent dans l'affaire, que l'affaire soit vraiment gérée de façon indépendante et qu'on sache à la fin qui a fait quoi, effectivement. Et si ces enfants n'avaient pas la possibilité de rencontrer des psychothérapeutes, à rappeler que c'est un traumatisme grave qu'ils vont endurer durant toute leur vie. De toute évidence, vous l'avez dit, l'enquête se poursuit et vous aurez la suite de cette affaire à travers les différentes éditions du journal télévisé sur votre chaîne d'amour, Canal 2 International. Et pour apporter la petite précision, il y en a encore qui brillent par leur bon exemple, par leur professionnalisme, la qualité de leur travail, et au rang justement de ces gendarmes ou encore, on va dire, de ces hommes en tenue, comme on les appelle singulièrement au quartier. On va parler de l'adjudant-chef Abakashi, à qui on fait un coucou particulier ce matin parce que c'est un grand fidèle de l'émission. Et puis Stéphane Téné, qui est gardien de la paix. Il exerce notamment ici dans la capitale économique du pays. Allez, clin d'œil particulier à vous. Le temps de vous souhaiter un week-end magnifique. C'est vrai que... Là, écoutez, j'espère que j'en aurai un très bon avec une grippe qui commence très tôt le matin. Non, le week-end sera bon. Je vous le souhaite également. Passer un agréable week-end. Merci. Et on se retrouve lundi avec à la même heure. Et je rappelle, mesdames et messieurs, que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression établie par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était donc le 19 août 1982. C'est une journée qui instaure, c'est une journée qui a été instaurée le 19 août 1982 après l'intervention militaire israélienne au Liban en 1982. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, après cette revue de presse. Vous pouvez aller dans les différents kiosques pour vous abreuver bien évidemment à la source de ces informations parues dans les journaux ce matin. On poursuit, mesdames et messieurs, avec dans quelques instants les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. On aura aussi, après cette revue de presse, la revue littéraire avec Junior Hossein qui viendra éplucher un livre pour vous, pour nous. Mais avant, la pub.